Il y a 2,8 millions d'années, l'homme apparut sur Terre. Sur cette terre sauvage, l'homme dompte les animaux, les récoltes et les armes. Un jour, un de ses semblables lui dit « ça caille un peu, hein ?» Alors, l'homme créa le t-shirt, une formidable invention qui lui permettait de se couvrir, mais pas trop, durant le dur climat du printemps. Et oui, le sponsor de cet épisode sont des t-shirts, et pas n'importe quel t-shirt, les t-shirts de Mifweave. Mifweave est une marque européenne de t-shirts indépendants qui fait dans l'éthique et le durable, avec un tissu et un mode de production éthique et bio. Pas de conditions précaires pour les fabriquer, avec du coton bio approuvé par plusieurs fondations écologiques et de défense des animaux. Ouais, c'est sympa, mais est-ce qu'il y a des motifs cool dessus? Ouais. Avec un choix entre différents dessins inspirés de mythologie disponibles pour hommes, femmes et enfants, et de taille allant de S à 5XL. Les gens de Mifweave ont eu la gentillesse de me faire tester 2 de leurs t-shirts d'ailleurs. Et du coup je confirme, c'est très confortable à la peau et le dessin dessus est super cool. Celui-là s'appelle le Gamer God et je le trouve trop classe, surtout que j'aime bien le concept d'un dieu des jeux de rôle et jeux vidéo. Mais celui-là aussi est très cool, hein. Il s'appelle le Shaman Spirit, il est très classe. Jetez un coup d'œil à leur jeune collection pour soutenir un chouette projet qui ne demande qu'à grandir. Et bien sûr, refaire votre garde-robe avec des t-shirts cool en allant dans le lien dans la description et profitez du code promo Fermez-la20 pour avoir 20% de réduction sur l'ensemble de la boutique. En plus de ça, une partie de leurs bénéfices ira à Jibwana, organisation dédiée à la défense des peuples autochtones et la préservation de leur biodiversité. Vous avez un t-shirt cool et vous soutenez une bonne cause. Merci à Mifweave pour ce sponsor et profitez bien de cette vidéo qui a mis beaucoup trop de temps à se finir. J'ai enfin fini cette putain de vidéo de... Si vous n'arrivez pas à écrire une bonne version de Blanche-Neige sans en faire une femme d'action froide, eh bien vous êtes plus nul qu'un remake Disney. Mais bon, c'est plus facile pour des scénaristes masculins nuls à chier d'écrire des personnages masculins plutôt que des personnages féminins. Les 7 célibataires friendzonés. Comme je le disais, les vrais protagonistes de Blanche-Neige et les 7 nains sont les 7 nains. Ce sont les stars, les personnages les plus appréciés, car ils ont plus de personnalité que tout le reste du casting. C'est eux qui décident de sauver la princesse et qui finissent par vaincre la méchante reine. Et ce sont aussi les personnages qui ont la relation la plus intéressante avec Blanche-Neige, car non seulement c'est développé tout le long, vu qu'elle vit avec eux pendant une bonne partie de l'histoire, mais aussi c'est une relation non romantique. Juste des personnages qui aiment passer du temps les uns avec les autres. Il y a des versions où Blanche-Neige a une romance avec l'un ou l'autre, mais si parfois ça marche, d'autres fois c'est juste du gâchis. Car même de mauvaises adaptations de Blanche-Neige arrivent à rendre la relation avec les nains attachante et mignonne. T'as pas vu qu'elle est amoureuse du prince? Il a essayé de la tuer aujourd'hui. Justement. L'amour, c'est quoi pour toi? C'est quand on passe les pommes de terre. Je t'aime, Pluton. Oh, c'est lui que je visais. Quelle adresse? Certaines versions voient les nains ou leur équivalent proposer d'épouser Blanche-Neige, mais ils assument sans souci la friendzone et continuent à l'aimer comme une sœur. Que ça plaise ou non à Peter Dinklage ou à d'autres personnes qui critiquent la représentation des personnes de petite taille à l'écran, moi compris, ce sont les personnages que les spectateurs veulent voir. Dans les autres adaptations, c'est plus rare que les nains piquent la position de protagoniste. On a Blanche-Neige, le prince noir et les 7 nains, film d'aventure italien où là aussi les nains doivent sauver Blanche-Neige et le prince du méchant... Empereur alien? Non, sérieux, est-ce que c'est un alien? Il a même une super technologie anachronique et tout, est-ce que c'est Blanche-Neige dans l'espace? Et on a quelques spin-offs entièrement dédiés aux nains dans des dessins animés allemands que personne n'a vu, où ils sont les héros de leur propre aventure. Mais au-delà de ça, oui, les nains sont plus rares qu'on ne le pense dans ces adaptations. Ils sont souvent résumés à des comic relief ou des personnages très secondaires, voire tertiaires dans certaines versions. Et c'est quand ils ne sont pas carrément remplacés par toute autre chose. Blanche-Neige et les Souliers Rouges, en la fête des chevaliers de la table ronde maudits par une sorcière qui voulait leur apprendre une leçon sur les apparences, le film Asylum en a fait
des elfes, le téléfilm La Nouvelle Blanche-Neige en a fait des gosses, le film Phoenix Game aussi, curieusement. Blanche-Neige, le plus horrible des contes, en a fait des brigands comprenant une personne atteinte de nanisme, le reste ce sont des voleurs, des violeurs, des borgnes, des curés déchus, etc. Elle se tape même le beau gosse du groupe. Dans Miss Campus, la transposition de Blanche-Neige à l'université, ce sont des geeks. Dans un Noël de Blanche-Neige, c'est un groupe de jazz. Dans l'aventure de Noël de Blanche-Neige, ce sont juste des gens, et c'est sans parler des films qui mettent en scène les 7 nains, mais sans faire appel à des acteurs nains. Les films d'animation font jamais cet effort, la série Once Upon a Time c'est du foutage de gueule des appelés nains, alors qu'ils sont tous plus grands que Blanche-Neige. Et Blanche-Neige et le chasseur utilisent la technologie du Seigneur des Anneaux pour prendre des acteurs non nains et leur donner l'impression d'être petits. Et on a profité pour prendre un casting un peu brut et très britannique, genre Ian McShane, Nick Frost, Toby Jones, Ray Winston, Brian Gleason, Eddie Marsan et Bob Hoskins dans son dernier rôle à l'écran, 2 ans avant qu'il nous quitte à cause d'une pneumonie. Cet acteur me manque. Il méritait bien mieux que de finir sa carrière sur faux nain un petit peu sage qui est très secondaire dans une adaptation mid de Blanche-Neige. Il y a aussi le téléfilm de 2001 qui prend 6 acteurs nains plus Vincent Scavelli dans le rôle d'un nain géant, ce qui est une idée amusante. Et dans la suite non officielle, Blanche-Neige et le Château Hanté, ils sont remplacés par leur version Rôle 63, qui sont des créatures élémentaires. Vous n'êtes pas les 7 nains? Bah ça se voit, non? Mais les nains vivaient ici avant. Et maintenant, ma jolie, ils se sont installés dans une autre mine loin d'ici. En tout cas, c'est ce qu'on dira à la police. Va pas vérifier pourquoi il y a de la terre retournée dans le jardin. Donc vraiment, ça n'a plus rien de choquant de voir une adaptation de Blanche-Neige sans les 7 nains. Blanche-Neige, le plus horrible des contes, n'a pas les 7 nains, et pourtant c'est le 2e meilleur film qu'on ait fait sur ce conte. Et j'ai envie de dire, si ça permet aux mecs de faire plus avec ces personnages que juste blagues sur le fait qu'ils sont petits, bah tant mieux. Un autre truc que j'ai trouvé bizarre à propos de toutes les versions des nains dans ces films, c'est que... c'est quoi le boulot des nains? Mineurs, on est d'accord. Et on le voit qu'ils minent des putains de diamants, des rubis et d'autres pierres précieuses, hein. Mais... est-ce que ça sert un moment dans l'histoire? Ouais, de tous les films qui voulaient absolument corriger Blanche-Neige et le rendre cohérent, personne n'a pensé à donner un rôle à la mine où les nains bossent, autre qu'une excuse pour que Blanche-Neige soit toute seule quand la méchante reine vient la voir à la maison. Généralement, ils évitent d'en faire des mineurs, ils aiment bien en faire des voleurs, des guerriers de la forêt ou des chevaliers, mais ceux qui les gardent en mineurs, ils en profitent jamais. C'est encore plus con dans le cas du remake où ils ont fait une méchante reine obsédée par les diamants, et non seulement les nains travaillent dans une mine remplie de diamants, mais on leur donne le pouvoir magique de créer des diamants dans la roche. Et à aucun moment le film ne pense à relier les deux. Franchement, dès que j'ai vu que les nains avaient le pouvoir de créer des diamants avec leurs mains, je me disais, ah, va y avoir un truc où la reine va les kidnapper pour les forcer à faire plus de diamants pour elle, tu vois. Mais non, ça n'arrive jamais. Trop fainéant pour l'évidence même. Le seul film qui a essayé de faire un truc, et c'est sacrément honteux que ce soit le seul qui fasse cet effort, car c'est une sacrée daube quand même, c'est le Blanche-Neige de Golden Film, une de ces compagnies de dessins animés fauchés qui font que plagier Disney. Oh tiens, apparemment ils existent toujours, je me demande ce qu'ils font maintenant. Ah, Là, c'est de la pourriture. Moralia. Et bien dans celui-là, les nains minent, mais ne sortent jamais les diamants de la mine parce qu'ils sont trop désorganisés pour y parvenir. Même que Blanche-Neige les aide à s'organiser au fil du film. Donc voilà, au moins narrativement, on explique pourquoi les diamants ne servent pas et on donne un truc pour développer ces personnages. De la part de Golden Film, les mecs tellement osef et fauchés que tous leurs films mettent en boucle de la musique classique. Qu'est-ce que vous avez à vous agiter comme ça? Mais là où les nains sont plus ou moins populaires, tout le monde s'en cogne du prince. Et maintenant, jugeons les robes de Blanche-Neige. Bon travail sur les détails. Déchirure pas réaliste, mais stylée. Elfique avant les elfes. Costume de cour, Premier Empire, de chez Tati. Goth perdu dans un dessin moche. Tout le budget dans les boobs. Tu fais pas venir Sandy Powell pour faire du cosplay. C'est moche. Tu la vois celle-là? Disney en pâte à sucre. C'était Jugeons les robes de Blanche-Neige. La propagande hétéro. Le seul personnage qui est plus vide, inintéressant et que les gens détestent encore plus que Blanche-Neige elle-même, c'est le prince. Il n'existe pas pendant les 9/10 de l'histoire, n'arrive qu'à la fin et règle tous les problèmes en embrassant le cadavre d'une nana et ne sert qu'à accomplir le seul but de l'existence de Blanche-Neige, se caser. Vraiment, c'est tout ce à quoi il sert.
de bouche-trou. I'm just a regular, everyday, normal guy. Nothing special about me, motherfucker. C'est un personnage qui est tellement Deus Ex Machina que même Molière se moquait de ce genre de résolution trop facile. C'en est à un point où même le film d'animation a tenté de corriger ça en lui donnant une seconde scène. Et oui, le fait que ce mec ait plus qu'une seule scène est une révolution. Même Disney l'a parodié avec Il était une fois, critiqué à travers Gaston dans La Belle et la Bête, et c'est sans parler de Shrek 2 qui en fait un connard superficiel, intéressé que par le trône et la renommée, ou des versions qui aggravent le problème du prince, comme le bootleg Disney par Good Time, où le prince la croise une seule fois et demande à ses gardes de la pourchasser parce qu'il veut l'épouser au plus vite. Il a décidé ça dès la première rencontre. Je jure sur ce que j'ai de plus sacré de retrouver cette jeune fille, et quoi qu'il advienne, elle deviendra ma princesse. Et comme Blanche-Neige, beaucoup sont tentés d'en faire une blague, comme le film de Picha, ou un inversement de rôle où c'est lui qui a besoin d'être sauvé par un bisou magique comme dans le film de Tarsem Singh. Il y a aussi des idées plus créatives, comme le film de Blanche-Neige par le studio Fauché Cannon Group, qui a eu la plutôt bonne idée de commencer sur le prince qui trouve Blanche-Neige endormie et les nains qui lui racontent ce qui s'est passé. Ce qui est une très bonne idée, on fait en sorte qu'il soit là tout le long, on comprend qu'il tombe amoureux de Blanche-Neige par son histoire, et en plus, on fait un rapport avec le spectateur qui découvre l'histoire en même temps que le prince. Blanche-Neige et les Trois Stooges a énormément de soucis, mais l'idée de faire du prince un mec amnésique adopté par les équivalents des nains, c'est cool, car ça permet de faire développer la romance durant tout le film, et en plus, on enlève le côté prince, qui est aussi très chiant. D'autres versions, pas seulement le remake, enlèvent le fait qu'il est un prince pour rendre le personnage accessible. Once Upon a Time en fait un fermier adopté par un roi pour remplacer son frère jumeau caché qui est mort au combat. Mais la pirouette préférée des scénaristes dans toutes ces adaptations de Blanche-Neige, c'est la technique à tout jamais une histoire de Cendrillon. À savoir, le développement d'une romance avant qu'elle ne se fasse empoisonner, voire avant qu'elle ne s'enfuit dans la forêt. Du coup, Blanche-Neige n'est plus sauvée par un inconnu, mais par son bien-aimé que les forces du mal ont voulu séparer. Dans le film gore gonzo mais sympathique La mort de Blanche-Neige, le baiser pour la réveiller devient même un sacrifice du prince qui meurt pour sauver sa bien-aimée. Et le film se finit sur une note douce amère avec Blanche-Neige qui danse avec son fantôme dans la forêt. Mais ma version préférée de cette façon de faire est celle de l'animé Raconte-moi une histoire. Parce que là, ce sont juste des gosses, du coup ils sont plus espiègles et joueurs, et donc ont beaucoup plus de personnalité. Et quand le prince voit Blanche-Neige se faire maltraiter par la reine qui a une crise de jalousie violente, son premier réflexe est de prendre une torche, défoncer la porte et lui jeter la torche dans la gueule. Fuck the police. C'était le seul moment de toutes les adaptations de Blanche-Neige que j'ai vues où le prince était badass. Et il a genre 12 ans dans cette version. Et du coup, on se retrouve avec un autre problème narratif. Il faut quoi le prince pendant que Blanche-Neige crèche chez les nains et se fait piéger 3 fois d'affilée par la méchante reine? C'est plus haut que l'Écosse? 40 jours, rien que pour y aller. Pareil pour revenir? Attendez. La fois où vous êtes parti 3 mois, c'était ça? Bah oui. Le remake fait qu'il se croise quelquefois dans la forêt, préparant la résistance, mais ça a pour effet de rendre la forêt trop occupée par trop de personnages, ce qui enlève l'aspect « je dois me planquer ». L'idée la plus évidente est que le prince ait son aventure en à côté. Il essaye de retrouver Blanche-Neige, il se fait enfermer par la reine, ce que le film Disney original a failli faire, mais ils ont laissé tomber car c'était trop de travail d'animation. Ou bien tu fais comme la version au théâtre du conte de fées, où le prince glande dans la forêt pendant des jours à faire de la guitare et attendre qu'une princesse lui tombe dessus. Une autre récurrence que je trouve intéressante, c'est le prince qui se fait transformer. Dans Blanche-Neige et le château hanté, il est changé en une créature difforme qui intervient pour aider Blanche-Neige et ses 7 copines. Mais il reste éloigné car il veut pas que sa bien-aimée ne le voie ainsi. Aussi parce que plagier Blanche-Neige c'était pas assez, fallait aussi plagier La Belle et la Bête. Dans le téléfilm avec Kristen Krunk, il est changé en ours. Même que Blanche-Neige se fait réveiller dans cette version par l'ours qui lèche son cercueil de glace jusqu'à atteindre ses lèvres. Parce que oui, même à l'époque, Blanche-Neige préfère l'ours. Ah, tiens. Et l'arme de Mascu vont rafraîchir le climat. Mais la méthode la plus répandue reste de remplacer le prince. Et je parle pas de ce qui est jaune et qui attend dans le remake, car c'est grosso modo le prince. Juste, il n'est pas d'une lignée royale dans cette histoire. Je parle surtout du prince qui se retrouve à laisser sa place pour un autre personnage masculin. Parce qu'autant à l'époque, l'idée de prince ça faisait rêver, autant on a eu beaucoup de désillusions sur les princes, et on a vite compris qu'ils n'étaient pas des beaux gosses séduisants et cool, mais des petits cons privilégiés qui n'ont jamais eu de soucis de leur vie. C'est pour ça que quand on adapte le prince, on essaye souvent de rejeter le concept de prince charmant. Du coup, le bien-aimé de Blanche-Neige peut être le chasseur, surtout s'il est joué par Chris Hemsworth, soit un des, entre guillemets, nains. Parce que, oh là là, si elle se mettait vraiment avec une personne atteinte de nanisme, ce serait Burke. Oh non, elle ne peut envisager une histoire avec eux que s'ils ont une taille normale. Un Noël de Blanche-Neige est proche de la parodie de comédie romantique, donc bien sûr on a un triangle amoureux où Blanche doit choisir entre le beau et riche
Lucas Prince, ou le plus humble et gentil, Hunter. Ouais, non, sans rire, c'est quoi votre prénom? Et ouais, privilégier le chasseur plutôt que le prince. Ouais, bravo, t'as remplacé les privilèges de la royauté pour à la place valoriser les mâles alpha. T'as remplacé un problème par le même problème mais en plus moderne. Le chasseur est d'habitude un personnage très peu présent dans l'histoire, alors que c'est potentiellement le meilleur personnage en vrai. On l'introduit par une scène où la méchante reine lui ordonne de tuer Blanche-Neige et de ramener un organe qui change selon la version. Ça peut être le cœur, le foie... Ses reins, sa rate C'est dégoûtant. et quelques autres viscères. Puis une scène où elle emmène Blanche-Neige en forêt et s'apprête à la tuer, mais s'y refuse car elle est soit trop gentille, soit il a passé trop de temps avec elle et s'y est attaché, soit il voulait vraiment la tuer mais il est juste nul et Blanche-Neige s'est juste tirée. Ouais, ça arrive plus d'une fois. Ouais, non, pas fan de cette tournure. Mais voilà, il l'épargne, il lui dit de fuir, et va tuer un autre animal pour tromper la reine. Sauf dans le remake où le chasseur est un gros con car il a juste mis une pomme dans la boîte, ce qui aux dernières nouvelles n'est pas un organe humain, et il semblait croire que la reine allait pas ouvrir la boîte ou pas savoir ce qu'est une pomme, car il semble être juste rentré chez lui tranquille pour se faire arrêter par les gardes pour qu'il puisse subir la pire des punitions, écouter Gal Gadot chanter. Perhaps I've been a bit confusing, but I've no need for your advice. In fact, I find it quite amusing, telling me to play nice. Quel con qui a cru que la meuf qui n'a jamais joué d'émotion de toute sa carrière serait capable de chanter? Surtout qu'on a encore des PTSD de la dernière fois qu'elle a essayé de chanter, hein. Imagine there's no heaven. Mais le reste du temps, c'est un personnage touchant qui est forcé à faire un truc horrible et qui risque sa vie pour protéger une innocente. Certaines versions, comme l'animé de Wonderworld, le développent même plus profondément en expliquant qu'il a perdu sa fille et que Blanche-Neige la lui rappelle. Après, lui donner plus d'importance, c'est pas forcément un plus. Genre Blanche-Neige et le chasseur, qui en fait tellement un second protagoniste qu'il pique la place du prince et des 7 nains qui sont mis en retrait pendant qu'il fait le grincheux qui apprend à apprécier la princesse. Et comme ils l'ont pas plus développé que ça fait un personnage un peu chiant qui s'arrête à « Je manie mes haches et ouin ouin ma famille est morte !» Même dans le film porno d'Axel Braun, le chasseur a plus d'importance aussi parce que... voilà quoi, mais étrangement il ne couche pas avec Blanche-Neige. Ouais non, tu pourrais croire qu'il le ferait dans une parodie porno, mais non. Les deux couchent avec la méchante reine, chacun leur tour, et bien sûr elle couche avec le prince, mais pas avec le chasseur, alors que c'est le personnage avec lequel elle a le plus de développement et d'interaction. Mais histoire d'être encore plus absurde, même le chasseur se fait remplacer plus d'une fois. Dans Blanche comme Neige, il est remplacé par le tueur à gages le plus nul du monde qui n'arrive pas à la tuer. Dans le Blanche-Neige de Tarzan Singh, il est remplacé par le majordome de la méchante reine, joué par Nathan Lane qui mérite bien mieux que ce rôle-là. Dans le Blanche-Neige de Kristen Kruk, il est remplacé par... Hector. C'est essentiellement le même personnage, sauf que, de ce que j'en sais, il ne chasse pas. Donc... Et dans Blanche-Neige le plus horrible des contes, il est remplacé par le frère muet de la méchante reine, personnage de frère qui sera recyclé dans Blanche-Neige et le chasseur pour en faire un second antagoniste tout nul. Mais bref, tout ça pour montrer que le prince et la majeure partie des hommes de Blanche-Neige sont tellement fonctionnels et peu développés qu'ils sont remplaçables. Et honnêtement, des fictions pour femmes où l'homme est remplaçable, c'est de bonne guerre quand on voit à quel point les femmes sont remplaçables dans les fictions pour hommes. Le prince et le chasseur ne servent pas plus qu'une Jazz Bond girl finalement. Là, uniquement pour que le protagoniste puisse taper quelqu'un à la fin. Même avec ça, la femme remplaçable est toujours tellement envahissante que même Blanche-Neige y a eu droit avec la suite de Blanche-Neige et le chasseur, où le chasseur continue son aventure solo et remplace Blanche-Neige par une autre nana. Alors que c'était elle l'héroïne principale à la base. Bon, au moins dans cette relation-là, c'est la femme qui a 6 ou 7 ans de plus que le mec, hein, ça change. Peut-être que c'est pour ça qu'autant de masculins se plaignent que le love interest dans le remake n'est plus un prince, car ça rappelle que les hommes ne sont que des fonctions dans cette histoire, et que tes privilèges ne te donnent pas plus de droits de finir avec la princesse qu'un autre gars. Ça ne te rend pas plus spécial qu'un autre. Se faire remplacer par le badass chasseur qui a droit à son spin-off, ça leur pose pas problème, mais se faire remplacer par un mec qui danse, chante et vole les riches pour combattre une dictature, ça les emmerde, va savoir pourquoi. J'oublie un truc. Parce que voilà, je parle de tous les personnages masculins de Blanche-Neige, mais voilà, j'ai l'impression d'oublier un truc. Y a qui d'autre comme mec autour de la vie de la princesse Blanche... Attends. Princesse. Mais du coup, si c'est une princesse, ça implique... Putain de
merde, j'allais oublier le roi. Le roi est très rarement un personnage. Faut dire que quand l'histoire recommence vraiment, la méchante reine est censée être seule sur le trône. Ce qui fait qu'on ne le voit pas du tout et on suggère même qu'il est mort. Du coup, les rares fois où on le voit, c'est genre Thomas Wayne dans Batman Begins. Il est là pour donner la morale à Blanche-Neige, mourir, et maintenant Blanche-Neige voue toute sa vie à suivre l'exemple de son père. C'est ça dans le remake Disney, mais c'est aussi plus ou moins ça dans Once Upon a Time. Il est présent plus longtemps, mais à l'échelle de série chorale, ça revient un peu au même. C'est aussi le cas dans la version espagnole, Blancanieves. Dans Blanche-Neige et le chasseur, le mec meurt tellement vite qu'il a même pas le temps de faire une oncle Ben à sa fille. Félicitations, ton personnage de papa de Blanche-Neige est aussi développé que celui dans Blanche-Neige et les 7 samouraïs. Mais il y en a certains qui se permettent de le garder en vie tout le long et d'en faire un vrai personnage. C'est le cas de la version le plus horrible des contes jouée par Sam Neill, ou de la version Kristen Kruk qui est probablement la version la plus touchante. Car c'est un pauvre veuf qui sait pas quoi faire seul avec son enfant. Et il y a tous ces trucs bizarres qui se passent autour de lui et il est juste paumé. Et en plus de ça, t'as une sorcière qui le manipule avec un sort d'amour dont il était prisonnier pendant des années, avant d'en être libéré par accident dans un excès de colère de la méchante reine, ce qui l'amène à reprendre goût à la vie et à l'amour qu'il porte pour sa fille. Et après ça, t'as la version Miss Campus, où il est juste là. Oui, c'est le papa de Smallville. Et la version Tarzan Singh, où on fait un twist sur une bestiole magique qui hante la forêt, qui est en réalité le roi qui a été maudit par la reine, et qui est... joué par Sean Bean. Mais vous êtes pas mort, espèce de connard! Eh, vous savez qu'est-ce que ce film et Silent Hill ont en commun? Un Sean Bean qui joue un personnage qui dans l'œuvre d'origine devait crever, mais qui ne le font jamais dans ces films-là. Je suis désolé, hein, mais c'est quand même bizarre que c'est arrivé 2 fois, hein. Donc voilà, que ce soit les nains, le prince, le chasseur, le roi, ou peu importe avec qui on les remplace, du moment que Blanche-Neige obéisse aux hommes. Ah oui, elle doit aussi se méfier des autres femmes, surtout les vieilles. Et maintenant, jugeons les robes de Blanche-Neige. Elle est rose. Jupe non euclidienne. C'est très, très rose. Pas assez de stickers anard. Années 90 en force. Sigourney Weaver sur 5. Il y a un nœud. La montagne est jolie. Disney en moche. Elle a des boobs. C'était Jugeons les robes de Blanche-Neige. La méchante reine. Là où les nains sont les personnages les plus fun, la méchante reine est le personnage le plus fascinant. Et pour les actrices qui interprètent ce rôle, c'est habituellement l'occasion de s'amuser et de démontrer son talent en surjouant autant qu'elles peuvent. C'est pas pour rien que l'actrice qui la joue à Disneyland fait sensation sur les réseaux. Snow White, I made that film what it is. Without me, it would be nothing. How about you? Everything is, my dear. You know what I'm waiting for? A bow. Not terrible, but still mediocre at best, my dear. I think I'm prettier than you. Oh, you're delusional too with those rat ears on. Come, let's take a picture so you can see that you're wrong. Vraiment, va te faire foutre Disney pour l'avoir virée juste parce qu'elle est meilleure dans le rôle que Gal Gadot, hein. Es-tu contre moi, toi aussi? Obsédé par son propre reflet au point que son miroir devient magique, voire une entité propre qui la tente vers ses pires aspects, ou la nargue de ne jamais correspondre aux standards de beauté qu'elle vise, car elle est destinée à devenir une vieille. Dans le conte, elle ne fait que se déguiser en vieille dame. Et je trouve que le film Disney a eu la bonne idée de montrer une vraie transformation de la reine pour donner un sens karmique à la situation. Tout ce qui compte pour elle est sa beauté, mais sa jalousie finit par lui faire perdre même ça, et elle meurt dans l'apparence qu'elle redoutait le plus. Bon après je dis ça, mais cette idée simple et évidente est beaucoup plus rare qu'on ne l'aurait cru, hein. Même le remake Disney ne la garde pas, alors qu'elle est appropriée au thème. Au-delà du film Disney, seul le film de Tarzan Singh fait de son apparence de vieille sorcière un sort karmique. Êtes-vous prête à découvrir le prix pour l'usage de la magie? Et ouais, même ça peut être amené de façon très conne, comme dans la nouvelle Blanche-Neige, où l'équivalent de la reine se fait en chanson une opération drastique pour être hideuse, juste pour piéger Blanche-Neige, alors que, bah pour le coup, ouais, t'aurais pu juste te déguiser. Débroussage, défonçage, décoiffé à la sauvage, je veux surtout qu'on me saccage. Mais attends, ils ont fait un numéro musical sur une opération chirurgicale?
Yes, 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 yes. Et bien sûr, qui dit la reine, dit son rapport avec son plus fidèle compagnon, le miroir. Il y a eu beaucoup de tentatives différentes de donner au miroir un peu de prestance, de personnalité, voire de créativité, y compris dans les mauvais films de Blanche-Neige. Il y a des récurrences un petit peu rigolotes qui n'étaient pas dans le conte, genre la reine qui finit par détruire le miroir, ce qui la transforme en pierre et la fait tuer, ce qui n'est pas arrivé que dans le remake, c'est arrivé dans des tas d'autres versions, mais c'est un petit peu rigolo. Mais ce n'est pas comme ça qu'elle finit dans le conte. Non, dans le conte, c'est beaucoup plus douloureux. Il y a des interprétations fainéantes du miroir, oui, où c'est juste un miroir qui parle sans rien de spécial, ou qui essaye d'en faire un comic relief chiant à la Disney. Chose que même Disney n'a pas fait, ironiquement. Mais c'est plus rare qu'on ne le croit. Le masque de théâtre de la version Disney est tellement un bon visuel que Shrek l'a repris sans hésiter, et bien sûr le remake l'a repris. Tout en enlevant sa prestance, mais bon. Celui de Blanche-Neige, les souliers rouges et les 7 nains a une tronche de boss de jeux vidéo bien sympa. Celui du film de Canon a des têtes blanches effrayantes. Le film avec Kristen Krug apparaît en prenant la forme de la plus belle et en sortant du miroir, ce qui est assez cool. Miroir, miroir, gentil miroir. Qui est la plus belle? Je suis la plus belle. Celui de l'aventure de Noël de Blanche-Neige est une marionnette rigolote style Fantagaro. Celui du théâtre des contes de fées présenté par Shirley Deval à Vincent Price avec un maquillage de bois. C'est juste parfait, meilleur miroir du monde, je veux le même à la maison. Et d'autres fois, il y a juste un bon travail de lumière et de maquillage avec des démons maquillés, ou Gus Fring dans le cas de Once Upon a Time. D'ailleurs, le miroir de Once Upon a Time est la version du miroir qui est la plus développée. Bon, faut dire, on n'allait pas gâcher Giancarlo Esposito, hein. Bon, ils l'ont quand même gâché, hein, parce qu'au bout d'un moment, on l'oublie carrément qu'il existe au fil des saisons. Probablement parce qu'il tournait genre Breaking Bad ou Better Call Saul au même moment. À la base, c'était un génie de la lampe que le père de Blanche-Neige a trouvé par hasard, mais comme ce dernier était déjà comblé de bonheur, son premier et seul vœu était de libérer le génie, et le laisser décider lui-même de ses deux autres vœux. La classe. Mais la reine le séduit et le manipule dans son plan pour tuer le roi et prendre le trône, et quand il comprend qu'il s'est fait avoir, il fait son ex chelou et utilise son dernier vœu pour qu'il soit éternellement avec elle, ce qui l'enferme dans un miroir magique au service de la méchante reine. Attends, le génie s'est fait avoir par ses propres vœux? Mais moi je croyais que le génie faisait exprès de mal interpréter les vœux de ses maîtres pour justement leur donner un sort karmique, mais en fait non, apparemment il est juste nul. Sale petit enfant. Mais pour en revenir à la méchante reine, ce qui fascine autant les gens, c'est... pourquoi elle est aussi méchante et cruelle? Parce qu'elle est jalouse de Blanche-Neige et veut être la plus belle du royaume? Ok. Pourquoi elle ne bannit pas Blanche-Neige du royaume? Pourquoi elle ne défigure pas ou transforme Blanche-Neige? Je veux dire, elle est capable de se transformer en vieille, donc pourquoi elle ne transforme pas Blanche-Neige en vieille? Mais non, elle décide de la tuer. Et pas juste quick et c'est mort, hein, non, elle veut lui bouffer le cœur, l'étrangler, l'empoisonner, l'enterrer vivante. Ah ouais. Moi je pensais plutôt à des boucles d'oreilles, ou je sais pas moi, un joli collier, ou un truc où tes copines te disent toutes « Ouh, t'as trop la classe », je sais pas. D'ailleurs, le fait de la bouffer, ça revient quelquefois dans certaines adaptations, mais les seuls qui montrent le visuel de la reine qui mange le cœur directement, c'est la version porno. Oh, et la mort de Blanche-Neige, où elle ne meurt pas vraiment, spoiler. Bref, elle a la rage contre elle, donc ça fait se demander pourquoi elle est aussi impliquée dans un but aussi superficiel. Toutes les versions n'ont pas forcément besoin de donner une justification à la cruauté de la reine. La simplicité du personnage illustrant métaphoriquement la rage aveuglante de la jalousie suffit pour une histoire comme ça, même au-delà du genre du conte. Parce que oui, tu peux juste en faire une psychopathe qui est tellement obsédée par l'idée qu'elle est la plus belle, au point de tuer la concurrence. Mais c'est trop tentant pour les auteurs d'explorer d'autres idées, et ce, dès la première adaptation en film de Blanche-Neige, où la méchante reine veut le cœur de Blanche-Neige pour que des sorcières lui fassent une potion qui lui donnerait sa beauté. D'ailleurs, gag un petit peu amusant, quand elle leur donne le cœur que le chasseur lui a donné, la sorcière qui teste la potion se retrouve avec des queues de cochon qui lui posent sur la tête. Et c'est comme ça qu'elle comprend qu'elle s'est fait avoir. Même chose pour Blanche-Neige et le chasseur, où elle veut prendre le cœur de Blanche pour la beauté éternelle aussi. Ou dans Blanche-Neige, les souliers rouges et les 7 nains, où Blanche est juste un obstacle dans son plan pour obtenir la beauté éternelle grâce à un arbre magique qui fait des pommes magiques qui se changent en souliers rouges. Parce que ta gueule. Et plus important encore, Mickey Castle of Illusion, où la méchante reine kidnappe Minnie pour prendre sa beauté, mais du coup devient gentille car elle a juste obtenu sa beauté intérieure. Twist très pertinent et malin pour le coup. Un jeu Mega Drive a eu une meilleure idée et une meilleure conception du personnage de la méchante reine que la plupart des films hollywoodiens. Sega, c'est toujours plus fort que toi. Les seules versions qui ont pensé à reprendre cette idée sont le Blanche-Neige de Noël et l'épisode du Monde Merveilleux de Mickey qui
J'en suis quasi sûr a été pensé comme une parodie de Castle of Illusion à la base. Mais c'est toujours plus intéressant d'approfondir sa psychologie et de donner plus de détails et d'enjeux à cette guerre entre la méchante reine et Blanche-Neige. Et c'est là qu'on a un petit peu de tout et n'importe quoi. Le remake, par exemple, échoue complètement à ça, car la seule claire motivation de la reine tout le long, c'est qu'elle n'aime pas que Blanche-Neige s'oppose à son autorité, qu'elle représente une menace pour son règne si elle ne l'arrête pas. Elle a essayé de l'intimider, de la réprimander, mais ça ne marche pas, donc assassinat. Ok, conserver sa place sur le trône, assez bonne motivation pour un film d'aventure, mais une fois qu'on a clarifié ça, on balance la scène où elle va voir le miroir, et où ce dernier dit que Blanche-Neige est plus belle qu'elle, et ben ça marche plus maintenant. Tu t'es tellement concentré sur la tyrannie de la reine que la jalousie ne fonctionne plus. Ou en tout cas, pas la jalousie pour le physique. Si elle était jalouse de sa popularité, ça aurait marché. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans Miss Campus, hein. Mais c'était pas ce que dit le miroir. Elle est encore plus belle que toi. Je joue mal. Je vais même dire dans cette version, qu'est-ce qu'elle s'en fout que le miroir l'a dit plus belle qu'elle? La reine est ici réécrite comme une personne qui priorise la beauté qui dure à la beauté éphémère. Ravissante, n'est-ce pas? Oui, votre majesté. L'une est faible, inutile, fragile. L'autre est dure et éternelle, intransigeante, parfaite, magnifique. Vous croyez peut-être vouloir une fleur, mais les fleurs se fanent. Une fleur ne peut pas assurer votre sécurité, ni lever une armée, ou diriger un royaume. Une fleur ne peut pas vous donner ce que moi je peux vous offrir. Non merci, on a déjà des couteaux à la maison en fait. Non mais ce que je veux dire c'est... On a jamais dit qu'on voulait une fleur, on veut que tu dégages, c'est tout. Quoi, t'es pas un peu conne? Mais c'est une métaphore en fait. Ta mère, c'est une métaphore. Genre, elle kiffe tellement les diamants qu'elle ne peut pas faire le moindre mouvement sans qu'on entende des clics qui claquent avec son costume là. Donc, ouais, dans cette logique, Blanche-Neige peut être aussi belle qu'elle veut, mais Blanche-Neige est éphémère. Là où la reine se considère solide et éternelle grâce à sa magie et ses pouvoirs. Elle critique sans cesse la naïveté de Blanche-Neige pour montrer qu'elle a rien d'une leaduse, contrairement à elle, qui se voit forte et sait se faire obéir. Donc qu'est-ce qu'elle s'en conne que Blanche-Neige est plus belle? Vous avez changé toute la dualité pour en faire une confrontation entre la bonté et la cruauté. C'est très bien, mais arrêtez-vous à ça au lieu de reprendre le truc de la beauté de Blanche-Neige qui ne marche plus du tout maintenant. Oh mais ça fait qu'il y aura pas la phrase culte miroir magique au mur qui est la plus belle, mais on s'en conne de ça. Elle est pas dans Blanche-Neige le plus horrible des contes, elle est pas dans Once Upon a Time, elle est pas dans le Blanche-Neige de Tarzan Singh, qui lui au moins assume d'avoir laissé tomber le concours de beauté pour une opposition contre une tyrannie. Comme toujours avec les remakes Disney, tu fais une version qui aurait pu se suffire en elle-même, mais tu forces quand même des références et du fanservice qui ne collent plus du tout au reste du film. Blanche-Neige et le chasseur est une autre tentative ratée et intéressante, car on montre que la reine a toute une backstory tragique où sa famille a été massacrée, et qu'elle fut entraînée dans les arts occultes pour se défendre contre un monde cruel, utilisant même son obsession pour la beauté comme un moyen de contrôle, car c'est avec sa beauté qu'elle instaure son influence sur le royaume et devient reine, se nourrissant de la beauté des autres femmes pour rester éternellement jeune et belle, et donc éternellement puissante comme une sorte de vampire, ou plus précisément Elisabeth Bathory. Les hommes utilisent toujours les femmes. Ils nous flétrissent quand ils en ont fini avec nous. Ils nous jettent à leurs chiens comme les reliefs de leur festin. Qu'une femme sache garder jeunesse et beauté et le monde lui appartiendra. Ce qui est un meilleur moyen de mêler le combat contre un tyran qu'essayait de faire le remake et l'obsession de la reine pour être la plus belle de toutes. Ça explique même pourquoi elle veut buter Blanche-Neige, vu que non seulement elle est un obstacle à son influence, mais prendre son cœur lui donnera une beauté éternelle. Le problème, c'est que, pour Blanche-Neige, le chasseur, les nains, le prince et tous les autres connards, la méchante reine, c'est juste un boss final, quoi. Donc... est-ce qu'on s'en fout de sa backstory tragique? Elle a pas de dualité ou d'intimité avec Blanche-Neige, tout ce qu'elle a, c'est ça. Buenos días. Je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Ce qui fait bizarre quand Blanche-Neige la bute enfin, et on montre ça comme un moment tragique et Blanche-Neige qui pleure. Mais... pourquoi t'es triste? Elle était personne à tes yeux, tu as passé ta vie à la haïr. Le seul moment de sympathie que vous avez eu, c'était quand t'étais gamine et juste avant qu'il bute ton père et te foute au cachot pour le reste de ton enfance. Y a même pas d'opposition thématique, genre Blanche-Neige incarne une conception plus saine de la féminité contre une reine qui incarne une féminité toxique. Ou Blanche-Neige qui ne laisse pas la cruauté d'un monde de masculinité toxique la définir comme la reine qui...
finalement objectifie encore plus les femmes par ses ambitions de pouvoir. Y a même pas genre une tragédie de Blanche-Neige qui a essayé de bien s'entendre avec la reine ou quoi, ce qui était bien mieux fait dans la mort de Blanche-Neige d'ailleurs. Non, là, Blanche-Neige met une armure et lui pète la gueule. Elle devient reine en butant la personne actuellement sur le trône. Franchement, on dirait vraiment un film de Zack Snyder, hein. C'est filmé comme si ça avait de la profondeur, mais c'est juste superficiel car il y a aucune narration ou thématique qui relie tout ça. Ce que le film essaye de faire, c'est un truc qui était bien mieux fait dans le film dont Blanche-Neige et le chasseur est secrètement le remake. Blanche-Neige, le plus horrible des contes. Dans cette version, la méchante reine était d'abord une femme bien, sincèrement amoureuse du roi et qui voulait bien s'entendre avec Blanche-Neige. Mais cette dernière la détestait pour être la meuf qui remplace sa mère. Elle pousse même la cruauté en faisant en sorte de reprendre l'image de sa mère pour que le roi la préfère à sa femme actuelle. Et cette pression sociale finit par mener la reine à une fausse couche. Ce craquage nerveux, cette antagonisation et l'influence d'un miroir magique finit par la détruire et en faire la méchante reine du conte, voulant se venger de Blanche-Neige et même tenter de ressusciter son enfant mort-né avec de la magie noire. Là, on arrive à mêler une exploration dramatique du personnage, l'obsession de l'apparence et la dualité avec Blanche-Neige, quitte à montrer que Blanche-Neige, quelquefois, elle peut être une connasse, oui. Faisons de ce film, une fois de plus, un des meilleurs adaptant le conte. D'autres versions sont encore plus créatives dans l'exploration de la haine de la reine pour Blanche-Neige. Once Upon a Time fait toute une histoire tragique où Regina était forcée à un mariage avec le père de Blanche-Neige par sa mère. La encore plus méchante reine. Sauf qu'elle voulait être avec un autre gars. La Blanche-Neige de 10 ans la surprend, mais comprend et accepte de garder la relation secrète. Mais la encore plus méchante reine manipule la gamine, découvre le secret et bute le mec de sa fille. Et Regina a décidé que c'est entièrement de la faute de Blanche-Neige. What? Mais une autre version est allée carrément plus loin que ça, en posant carrément la question « Et si Blanche-Neige était la vraie méchante de l'histoire ?» Et cette version, c'est Snow Glass Apple, écrit par le talentueux... Hatsune Miku, écrit par Hatsune Miku, oui. C'est l'histoire de Blanche-Neige, mais du point de vue de la méchante reine, qui en fait n'était pas méchante, mais voulait protéger son royaume de l'horrible enfant. Parce que Hatsune Miku a toujours eu un certain attachement pour les personnages de sorcières souvent persécutés dans nos contes. La plupart des livres sur les sorcières prétendent qu'elles travaillent complètement nues. C'est dû au fait que la plupart de ces livres sont écrits par des hommes. Que ce dialogue sonne bizarre dans le contexte. Et Blanche-Neige est non seulement la méchante de cette histoire, mais aussi une vampire qui a torturé et violé son propre père alors qu'elle était encore enfant, jusqu'à ce qu'il en meure. Le chasseur a bel et bien arraché le cœur de Blanche-Neige pour le donner à la reine, mais le cœur continua de battre. Elle utilisa une pomme magique pour tuer Blanche-Neige, ça marche, mais après vient un prince que la reine espérait épouser pour unir leur royaume. Petit problème, le prince est nécrophile. Il n'arrive pas à faire l'amour à la reine qui bouge, remue et respire trop pour lui. Il va donc voir le corps sans vie de Blanche-Neige et la réveille en couchant avec. Et ça se finit comme le conte, le nécrophile et la vampire régnant sur le royaume, récupérant son cœur au passage. La reine est vaincue, brûlée vive dans un four, avec ce qui restait de sa dignité. Ils auront mon corps, mais mon âme et mon histoire sont miens. Ils mourront avec moi. Wow, Hatsune Miku écrit de super dialogues quand elle ne joue pas dans House of Cards, produit Le Seigneur des Anneaux et réalise La Rose pourpre du Caire. Mais d'autres ne font pas cet effort créatif et préfèrent donner une autre motivation qui est juste chiante. Faire de la méchante reine une cougar. Faisant donc de la dualité entre elle et Blanche-Neige un vulgaire concours de séduction typique des comédies romantiques. Vous avez pas l'impression parfois que toutes nos lignes de dialogue ont été écrites par des hommes ? Ah, ça casserait les couilles. Parfois ça passe, comme dans Miss Campus, où la méchante reine n'est pas une dame qui a le double de l'âge du prince, mais une blondina qui veut maintenir sa popularité. Mais souvent c'est juste... Surtout quand ça va dans l'utilisation de potions ou de sorts pour abuser du prince. Ce qui est trop rarement traité comme ce que c'est vraiment. Viol. Quoi? Viol, c'est du viol, ça s'appelle violer quelqu'un. Vous êtes une violeuse et vous m'avez violé. C'est un viol, c'est un viol. Le pire là-dessus étant le Blanche-Neige de Tarzan Singh, où elle le force à l'épouser avec une potion d'amour pour chiot. Cringe absolu. En ce plan, une de ces personnes veut manger une partie du corps de Blanche-Neige. Ce n'est pas celui que vous pensez. Et on a aussi Blanche comme Neige, où elle veut tuer Blanche-Neige parce qu'elle se tape pas vraiment l'équivalent du prince, car il n'y en a pas dans celui-là, mais un équivalent du roi. Donc ses motivations c'est déjà le bordel, mais qu'en est-il de l'exécution? Le film Disney préfère résumer les tentatives de tuer Blanche-Neige à deux, le chasseur et la pomme. Pas de corset ou de peigne, direct la pomme. Ce qui marche dans un format court où on se concentre pas mal sur les nains, mais je suppose que les autres films ont trop peur d'avoir un ventre mou entre les deux tentatives, donc ils font l'effort de garder le corset et le peigne. Et
pourquoi pas, hein, rien ne l'interdit de les reprendre, mais dans ce cas, faudrait reprendre le fait qu'elle a 12 ans si vous voulez être tant fidèle au conte, parce que sinon, elle passe vraiment pour une conne à se faire piéger 3 fois, en plus de rendre le scénario trop répétitif. Mais bon, comme les mecs, ils arrêtent pas d'insister sur le fait qu'elle est trop belle, voilà quoi, ça aurait été bizarre de la garder à l'âge de 12 ans. Étonnant que la boîte où Matt Walsh travaille ne sont pas allés là d'ailleurs. Et ça devient encore plus débile dans le cadre de l'épisode de Simsalagrim, une série où un lézard et un machin poilu voyagent dans les contes, et où ils font l'intégralité du conte, les 4 tentatives de meurtre, le chasseur, le prince, et même le coup de la pomme empoisonnée que d'un côté, en un épisode de 20 minutes. Le tout en ajoutant 2 autres personnages inédits. Et oui, c'est aussi bâclé et accéléré que vous l'imaginez. Le reste des adaptations, généralement, ils remplacent les tentatives par « j'envoie des mecs la tuer ». Donc le même plan qu'avec le chasseur, ce qui est plus chiant qu'autre chose finalement. La version de Tarsem Singh, elle envoie des marionnettes géantes, ce qui est toujours trop orienté à action, mais c'est déjà un peu plus créatif quoi. Et dans Miss Campus, elle envoie un virus informatique sur son ordinateur, qui est un Apple. Elle empoisonne sa pomme. T'as compris? C'est en référence à la pomme empoisonnée de cyanure que Benedict Cumberbatch mange à la fin de Imitation Game et que Steve Jobs a repris pour son entreprise pour fêter le suicide des gays. Bon, j'ai peut-être un petit peu trop mélangé tout, hein. J'aurais peut-être pas dû demander à ChatGPT. Mais bref, on a expérimenté avec tous les aspects du conte. Les personnages, les objets, les péripéties et même le récit. Donc certains pourraient dire que l'échec véritable du remake de Disney, c'était une impasse créative. On a déjà tout fait avec ce conte, donc il ne lui reste plus rien à faire. Twist, c'est le problème totalement inverse. Et maintenant, jugeons les robes de Blanche-Neige. Piquer la robe à Alice. Croisement de Jasmine et Esmeralda dans une robe de Cendrillon. Ça fait le taf. Erk. C'est russe et on aime beaucoup. C'est Betty Boop quoi. Elle a une tête de zombie et pas de côte. C'est pas la même couleur, donc c'est différent. Ils ont fait l'effort de mettre des motifs, c'est Mimi. Figurante dans les mondes engloutis. Par Osiris et par Apis. C'était le dernier épisode de Jugeons les robes de Blanche-Neige. Lancement de l'autodestruction. La plus belle comme les autres. Donc avec toutes ces adaptations de Blanche-Neige, on a un petit peu oublié l'élément essentiel des contes de fées. La morale. Le thème principal du conte est la superficialité. Une jolie pomme peut être un cadeau empoisonné. Une belle femme peut cacher une horrible sorcière. Une personne en apparence morte peut être bien vivante. Même le miroir colle à la symbolique du reflet d'une forme de vérité qui nous obsède. Et rejeter cette vérité finit par mener à la mort de la reine. Et avec toutes les adaptations qui essayent de détourner l'œuvre, personne ne pense à vraiment explorer ça, s'arrêtant à la méchante reine qui est une grosse jalouse qui devient folle parce qu'elle est plus vieille. Elle est jalouse de moi parce que je suis trop fraîche et elle c'est une grosse pute. C'est à se demander toutes ces parodies de contes de fées qu'on se tape depuis Shrek. Ils ont fait quoi que ce soit pour déconstruire et approfondir les morales de ces contes qu'on critique pour être simplistes et superficiels? Pourtant, ce n'est pas impossible à le faire. Les classiques Disney de la Renaissance et de la Seconde Renaissance ont bien réussi à porter la morale et les thèmes du conte qu'ils adaptent plus loin. Mais Blanche-Neige, ça demande une vraie compréhension des thématiques de la superficialité de la part de gens qui ont une vision superficielle du conte. Il y a des tentatives qui dépassent cette superficialité, oui, Biancaneve, le plus horrible des contes, ou un conte peut en cacher un autre de Roald Dahl qui questionne les apparences d'une certaine version d'une histoire et en mélangeant bien différents contes, pas juste Blanche-Neige. Mais le reste du temps, soit on fait une version tellement basique du conte qu'elle est presque parodique, soit on fait une version dark qui évite à tout prix tout rapport au conte. Et quand ce n'est pas chiant et prétentieux comme Blanche comme Neige ou fade et vain comme Blanche-Neige et le chasseur, c'est gonzo et débile comme la mort de Blanche-Neige. Beaucoup adorent rappeler que le conte de Blanche-Neige se termine sur cette dernière qui force la méchante reine à porter des souliers au fer rouge pour la punir. Et je peux confirmer que aucune adaptation du conte n'a daté cet élément. On l'a à peine évoqué dans le 10e royaume. Ils lui ont fait porter des chaussures en métal qu'ils avaient fait chauffer dans la braise. Elle a dû danser au mariage de Blanche-Neige avec ses chaussures. Elle s'est enfuie en se traînant dans la neige, les pieds en sang et les chairs à vif. Mais croyez-moi, dans la mort de Blanche-Neige, elle subit bien pire comme punition, la meuf. We call this one the butterfly.
magnifique papillon! Et vous en doutez, ça m'emmerde de l'admettre, mais l'un des seuls à avoir réussi à faire une vraie version dark et sexuelle de Blanche-Neige, bah c'est le très décevant humainement Neil Gaiman. Hein. Bah oui, il y avait une bonne raison pour laquelle on kiffait ses œuvres avant qu'on découvre tout ce qu'il a fait. Hein. Faire une version dark de Blanche-Neige, tu peux pas faire mieux que celle où Blanche-Neige survit avec son cœur arraché hors de son corps. Faire une version de Blanche-Neige parlant de sexe, fait ici avec plus de goût et de poésie, et n'amène pas du slut-shaming ou de la jalousie de vieille. Il fait même la différence entre sexe positif avec la reine et le sexe toxique avec Blanche-Neige qui fait dans l'inceste, la nécrophilie et le non-consentement. Ça alors, Neil Gaiman qui critique le sexe non consentant, si seulement il pouvait suivre ses propres conseils, supposément parce que la justice n'a pas encore tranché. Il détourne le conte, mais pas pour faire un simple « haha, c'est trop drôle si Blanche-Neige était une pute », mais pour créer un autre conte qui lui est propre avec une même base, et surtout, arrive à aller plus loin avec le thème principal. Attention aux apparences. Comme celle d'une histoire toute jolie et bien emballée qui pourrait cacher la terrible histoire d'un monstre cauchemardesque. Bon, je reconnais, dans une première version de ce script, j'étais parti pour vous recommander la BD qui adapte le livre de Neil Gaiman. Mais tout ce qu'on sait aujourd'hui supposément de Gaiman, voilà quoi. Vous pouvez toujours télécharger la BD, hein, je crois qu'elle est toujours sur Darky World. C'est un peu dommage pour les magnifiques dessins de Colin Doran, qui apporte à la perfection une imagerie stylisée de conte de fées et qui a gagné le Eisner Award de la meilleure adaptation en 2020. Et chose surprenante qui n'a rien à voir avec le laser que j'ai maintenant sur le front, même Ever After High avait proposé quelque chose d'intelligent. Non, vraiment, je suis sérieux, je te dis pas ça sur la contrainte. C'est même pas vraiment un laser, ça. C'est Luciole Corse. Oui, elles sont rouges, les nôtres. Car le concept de personnage de conte dans un lycée mis à part, l'histoire de la série repose sur les descendants de la méchante reine, Raven Queen, et de Blanche-Neige, Apple White. Oui, elle a appelé sa fille comme le truc a failli la crever. Je suppose que l'accouchement s'est très mal passé. C'était soit ça, soit un cancer sur pattes. Qui sont censés signer un livre d'histoire magique qui scelleront leur destinée pour qu'elle recommence l'histoire de Blanche-Neige et la méchante reine. Et... Raven, elle veut pas être la méchante reine. Elle veut pas que l'histoire recommence. Surtout que ça serait la condamner à une fin horrible, triste et surtout faire du mal aux autres. Et elle n'aime pas ça, faire du mal aux autres. Alors, oui, mais si l'histoire ne recommence pas, qu'est-ce qu'elle va devenir, Apple? Elle a littéralement été élevée pour se préparer à manger une pomme empoisonnée, être la victime de Raven et gagner une fin heureuse après. L'arnaque à l'assurance, quoi. Et l'arc narratif principal de la série tourne autour de ça. Est-ce que c'est bien ou pas de se lever contre un système qui t'impose une destinée de merde pour conserver la destinée cool d'une autre meuf? Et même si la simplicité de l'histoire pour enfants penche plus en faveur de Raven et de sa rébellion, les problématiques et la tentation d'arrêter de s'opposer à tout un système sont toujours là. On peut même y voir un commentaire social accessible pour les gosses sur les privilèges qui reposent sur l'échec de leurs camarades pour réussir et en quoi ce système qui met certains au-dessus des autres est merdique, y compris pour les privilégiés. Ce qui est quand même plus intéressant et intelligent que des blagues à la DreamWorks comme on peut voir dans Blanche-Neige et les souliers rouges. Princesse Leia, Elle est générale maintenant. Là où je veux en venir, c'est que c'est totalement possible d'être créatif et de proposer de nouvelles idées d'adaptation de Blanche-Neige. Des idées qui questionnent ses thèmes, ses morales et ses archétypes. Les gens qui ont fait Monster High et Bratz, ils sont arrivés. Mais on s'empêche de le faire parce que faut respecter le conte à tout prix. Les gars, un des meilleurs films sur Blanche-Neige, on a fait une Torera, quoi. C'est pour ça que le remake Disney est un échec. Il aurait eu tout à gagner à laisser tomber toute tentative de refaire le film Disney d'origine et faire un tout nouveau truc. Il y avait des pistes vers une vraie réinvention de Blanche-Neige. L'écriture de la princesse éponyme elle-même, la reine qui n'aime pas qu'on défie son autorité, l'utilisation des diamants comme symbole et enjeu. Mais non, fallait absolument refaire une version à l'ouest de « Hey ho, rentre du boulot !» Tu en fais trop. Parce qu'on ne fait ce film que pour exploiter l'iconographie et les anciens succès de la boîte. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais même à la sombre époque des suites Disney, Disney n'a jamais osé faire de suite à Blanche-Neige. Ni à Pinocchio d'ailleurs, ni à Alice au Pays des Merveilles, alors que, il y a une suite en bouquin, un peu bête. Dans la période des films de la Fée Clochette, ils avaient un projet de suite en images de synthèse, qui devait surtout se focaliser sur les nains, et au vu de la bande-annonce qui a leaké cette année, c'était surtout comique. It says right here that you talk in our new movie. See? You got all the best lines. So you got to talk. Et on a découvert l'existence de ce projet, avec ce leak justement. Tout ça pour dire que leur tendance au remake est devenue pire que leur tendance aux suites, qui étaient déjà très critiquées à l'époque. Et c'est aussi pour ça que les grifters du Daily Wire, qui voulaient faire leur propre film Blanche-Neige pour faire concurrence et attirer le public rien que dégoûté par le remake de Disney, étaient voués à l'échec aussi. Car malgré leurs grands airs, ils sont tout aussi incapables de faire de vraies réinventions du conte et pensaient que c'était une bonne idée de juste refaire la même merde qu'avant. Surtout quand ça permet à des enfants de couleur ou queer d'avoir leur propre Blanche-Neige. I hear Disney's gonna make the new Snow White a neurodivergent lesbian.
Neurodivergent black lesbian. Eh bien, tu sais quoi, escroc qui ne sait même pas faire un film Blanche-Neige? Et pourquoi pas? Soyons fous, tu te chies dessus à l'idée d'une Blanche-Neige noire neurodivergente lesbienne? Eh bien, allons plus loin que ça, je vais t'en donner moi du Blanche-Neige LGBT woke gauchias anarcho-bolchevique qui fait peur à des fragiles comme vous. Je l'avais dit tout à l'heure que tout le monde pouvait faire sa propre adaptation de Blanche-Neige, eh bien, voici ma fanfic. Commençons par faire de Blanche-Neige une noire albinos. Comme ça on aura vraiment une Blanche-Neige blanche comme neige et vous aurez pas d'autre choix que de fermer vos gueules de merde. Mais aussi, tant qu'à faire, faisons ça une femme trans. Tiens, ainsi on pourrait faire de la méchante reine une TERF qui ne supporte pas qu'une femme trans soit plus belle qu'elle. Ce qui résonnerait énormément avec notre époque en plus. Et elle va se planquer chez les nains qui seront remplacés par des anarchistes qui vont lui expliquer que le système de caste royaliste c'est vraiment de la merde et que le royaume sera beaucoup plus heureux sans monarchie. Faisons-la se faire réveiller par une autre princesse qui a de son côté une histoire où elle ne veut pas être forcée par son patriarche à un mariage arrangé hétéro. Et j'en profite, faisons-en une infirmière secouriste. Comme ça elle réveillera Blanche-Neige en lui faisant faire une manœuvre d'Emlich. Et après ça, nos héros s'uniront pour créer une nouvelle société où la médecine sera accessible à tous. Bah quoi, ce serait totalement cohérent de faire une Blanche-Neige woke, vu que tout repose sur le fait de réveiller Blanche-Neige après qu'elle ait mangé une pomme empoisonnée. Bande de lâches. Et pour finir, dans la confrontation finale, Blanche-Neige ne tue pas la reine, mais casse le miroir magique, qui était en fait un objet maléfique qui voulait tourmenter les femmes en leur imposant des standards de beauté exagérés qui ne fait que les retourner les unes contre les autres. Et Blanche-Neige apprend à sa belle-mère qu'il y a une autre voie pour être heureuse. Et pour l'exécution, bah profitons-en pour faire venir un tas d'artistes LGBT. Ils sauront sûrement écrire de très bonnes chansons, faire de super costumes, le tout avec une imagerie inventive. Même pas besoin d'un super budget, au pire vous faites une esthétique qui assume le côté toc de ces décors. Après tout, c'est un conte de fées, ça passe. Non, vraiment, je disais ça pour le troll, pour la provoque et pour le lol, mais en vrai, on devrait se permettre de faire un film comme ça, hein. Surtout après toutes les adaptations qui ont fait des trucs encore plus débiles. Après tout, il y a aucune loi et aucun copyright qui nous empêcherait de faire ce film-là, hein. Même si le film finit par être pas ouf, bah ce sera quand même une victoire des LGBT par rapport au réac, parce que eux au moins ils auraient réussi à faire un film Blanche-Neige. Tout l'intérêt des histoires ancestrales et libres de droit, c'est justement de jouer avec. Alors faites-le, expérimentez, remixez, trahissez, détournez, cassez, déconnez. C'est libre de droit d'auteur. Soyez aussi libre de l'intention de l'auteur et de la forme initiale. Quoi que vous fassiez, l'œuvre de base ne craint rien, elle est toujours telle quelle, recopiée en des milliards d'exemplaires. En bref, arrêtez d'exploiter Blanche-Neige. Faites du Blanche-Neige. Créez du Blanche-Neige. Faites votre Blanche-Neige. C'est ça le plus important dans toutes ces adaptations. Créer. C'est dans ça que réside tout l'intérêt de continuer à faire des films Blanche-Neige. Utilisez-la comme base pour exercer votre imagination et parler de ce qui résonne en vous. Appropriez-vous Blanche-Neige. Et si ce supposé gros nul de Neil Gaiman a été capable de le faire, et bien ça devient encore plus important de faire mieux que lui. Donc, merci Mattel d'avoir fait Ever After High et me permettre de voir les vrais potentiels de Blanche-Neige. Vous avez eu cette adresse! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines sorties sur cette chaîne ou à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et si vous voulez soutenir cette chaîne et cette émission, n'hésitez pas à aller sur mon Patreon, vous y aurez accès à mon Discord privé où on parle d'un peu tous les sujets, je vous tiens au courant de l'avancée de la prochaine vidéo et vous montre des exclus, ainsi que des goodies comme des t-shirts, posters, badges et mugs ou des exclus comme les versions non censurées de mes vidéos. Vous pouvez même y choisir un film pour mon émission, le Vidéo Club virtuel diffusé un samedi sur 2 sur Twitch. Si vous voulez m'entendre défoncer un film, défendre un film ou tout simplement avoir mon avis, n'hésitez pas. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Fermez-la.